Sans plus attendre, nous allons commencer nos échanges avec la première table ronde de cette journée qui portera sur la prévention en santé, un sujet que je connais bien parce que j'ai le plaisir d'animer avec Philippe de Normandie, qui est cofondateur le Cercle Prévention et Santé, un lieu de réflexion et d'échange auquel les pédicures-podologues participent très régulièrement. Madame la sénatrice, on va vous remercier de ces propos introductifs et sous vos applaudissements à nouveau. Éric va rester parmi nous sur cette table ronde. Cyril Isaac Sibyl sera en connexion de Lyon en visio. J'appelle Bernard Jomier, sénateur de Paris, à nous rejoindre sur la table ronde sous vos applaudissements. Karine Wolf-Thal, présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, sous vos applaudissements. Le docteur Jean-François Thébault de la Fédération française des diabétiques et Pierre-Louis Bras, inspecteur des affaires sociales. Notre première table ronde porte sur la thématique « Comment intégrer durablement la prévention en santé dans les pratiques des professionnels de santé ?» L'objectif de cet échange sera de réaliser un panorama des évolutions nécessaires à ce changement de paradigme bénéfique qu'est la prévention pour notre système de santé. La nécessité de tout mettre en œuvre pour une politique de prévention en santé fait aujourd'hui consensus. Toutes les professions de santé ont un rôle important à y jouer, tout comme les usagers et les décideurs publics. Mais de nombreuses barrières pour y parvenir devront encore être levées. La contribution de chacun est essentielle à la réussite de ce projet, et je pourrais presque appeler de société, tant il nous concerne tous. Avant de céder la parole à Éric Proulx, je vais à nouveau remercier le docteur Isaac Sibyl, Bernard Jomier, Karine Wolf-Thal, Jean-François Thébault, Pierre-Louis Bras, de votre présence parmi nous. Cher Éric, je te laisse démarrer les propos de cette première table ronde de la matinée, première mi-temps. Merci Marc. Je ne sais pas si le docteur Sibyl est Il est connecté. D'accord, merci beaucoup. Alors, on m'a demandé de... Enfin, j'ai voulu aussi, en préambule, prendre la parole sur cette table ronde, mais je vais beaucoup vous laisser la parole parce qu'ici, on a des experts de la prévention. Et je voulais juste dire, on a dans notre enquête que j'ai évoquée tout à l'heure un chiffre, le voilà d'ailleurs, 69% des pédicures-podologues qui ont déclaré prodiguer des conseils de prévention pour chaque patient en ALD. Alors c'est un chiffre important, mais qui se justifie par notre exercice au quotidien. En fait, pédicure-podologue, beaucoup le savent ici, hein, on est entre 35 et 45 minutes par consultation avec notre patient, ce qui nous laisse quand même un temps dédié à la prévention et aux conseils importants. Au-delà de ce chiffre, il faut sans doute retenir d'une manière plus globale ce qu'est la prévention. Alors, selon l'OMS, la prévention, c'est en santé et l'ensemble des actions menées dans le but d'améliorer la santé publique, avec bien entendu pour objectif d'éviter l'apparition des troubles ou des maladies qui pourraient affecter la population. Donc, in fine, faire que la population soit dans un état de santé général meilleur. Alors dans ces actions, ici en France, mais dans beaucoup de pays, on retrouve par exemple des campagnes de dépistage, les campagnes de dépistage contre le cancer colorectal, contre le cancer du sein, des campagnes ciblées de vaccination, peut-être un peu moins cette année. Des campagnes pour prévenir les risques liés aux maladies professionnelles et promouvoir la sécurité au travail, des opérations éducatives et sociales, telles l'éducation à la santé et l'accès aux soins pour tous. Et puis, dernièrement, le législateur a souhaité mettre en place des consultations aux différents âges de la vie. Alors, toutes ces consultations, toutes ces actions, et bien d'autres encore, elles peuvent être mises en œuvre ou décidées par de multiples acteurs. Le ministère de la Santé, le législateur, l'assurance maladie, les acteurs mutualistes, les mutuelles, les collectivités, les professionnels de santé et parfois même
les patients par l'intermédiaire via les associations de patients. Alors moi, en préambule, voilà ce que je veux dire, effectivement, c'est que toutes ces actions de prévention qui sont louables, toutes ces mesures mises en place, ces acteurs multiples, on peut que constater malheureusement qu'il y a peu de coordination entre les uns et les autres et que pour optimiser les messages et les actions de prévention, peut-être qu'il faut passer aujourd'hui vraiment à un virage préventif et arrêter de considérer notre modèle de santé basé uniquement sur le curatif. Voilà, Le mérite, les propos de conclusion sont clairs. On peut encore faire mieux. C'est bien ça que je note. Voilà. Bien sûr. En premier lieu, je vais m'adresser à Cyril Isaac-Sibyl, médecin et parlementaire. Tu as fait de la prévention ton cheval de bataille et merci de la confiance que tu as pour le club aujourd'hui Prévention et Santé. Tu as entre autres lancé une coalition qui a mené à la rédaction d'une feuille de route sur le sujet de la prévention en santé qui rassemble de nombreux acteurs, dont d'ailleurs le Conseil national de l'ordre des pédicures podologues. J'avais également d'ailleurs signé une tribune de la coalition en tant que cofondateur de ce club. Peux-tu nous présenter cette initiative et comment portes-tu dans le cadre de tes travaux parlementaires les propositions de cette feuille de route que tu as impulsée et co-construite avec plusieurs dizaines de coalisés? L'heure de vérité pour l'image. Un tout petit peu de stress chez Camille. Mais ça va marcher. Ça a marché il y a une demi-heure. Non. Là, ça, c'est Cyril. Bonjour. 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 On t'entend. Bonjour. On ne te voit pas encore, mais on t'entend. On t'entend, c'est déjà bien, mais on n'a pas ton image. Bon, t'en bouge pas. Eh ben voilà, formidable. Regardez, sous vos applaudissements, la technique a marché. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Oui, donc ça fait effectivement maintenant 3-4 ans qu'effectivement j'ai mis effectivement en place ces journées parlementaires de la prévention, effectivement, qui réunissent maintenant plus de 300 acteurs qui sont tous impliqués dans la prévention, qui soient d'ailleurs des métiers, des professionnels de santé ou des financeurs ou autres. Moi, le constat que je fais, c'est qu'effectivement que notre système de santé ne va pas bien et nos concitoyens ne vont pas bien. Et je me base sur le départ, c'est-à-dire la naissance de la sécurité sociale, où en 1945, nos prédécesseurs, je vois Bernard qui est à côté, nos prédécesseurs ont fait la promesse aux Français de dire que quel que soit leur comportement, le jour où ils seraient malades, l'assurance maladie prendra en charge les soins. Et ça a plutôt bien fonctionné dans le sens où on a une politique de production de soins et je ne pense pas qu'à l'époque, ils imaginaient qu'aujourd'hui, on dépenserait 270 milliards pour les soins au niveau de l'assurance maladie. Cette feuille de route qu'on a construite, c'est pour qu'on ait une approche maintenant systémique de la prévention, et j'ose maintenant le terme, c'est dire une politique, une approche industrielle. Comme on a su produire des soins, maintenant il faut produire de la prévention à tous les étages et dans tous les secteurs, et dans tous les espaces de vie, que ça soit effectivement à l'école, moi je crois beaucoup à l'éducation, que ça soit effectivement au travail, que ça soit effectivement au niveau des structures ou des services pour les personnes âgées. Donc il faut vraiment qu'on ait quelque chose d'industriel qui soit mis en place pour produire de la prévention, pour faire en sorte que nos Français adoptent de meilleurs comportements en santé. Et donc pour ça, pour réaliser, pour que tout ça se mette en place, d'abord je crois beaucoup à un portage politique. Il faut qu'il y ait un portage politique fort. S'il n'y a pas de portage politique, ça ne marche, ça ne fonctionne pas. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, moi je pense qu'il faut définir des priorités. Actuellement, quand on voit effectivement la stratégie nationale de santé, on voit qu'il y a plus de 100 priorités. Avec 100 priorités, ça ne fonctionne pas. Donc moi, je pense qu'on a des priorités. Et avec deux qui me paraissent évidentes, c'est effectivement le surpoids, dans le sens où on voit que le surpoids vient d'un problème d'alimentation, vient d'un problème d'activité physique, vient d'un changement de mode de vie qui aggrave la santé de nos concitoyens. Et l'autre priorité, pour moi, c'est la santé mentale. Pour moi, c'est ces deux priorités qu'on affiche, mais pour ça, effectivement, il faut qu'on ait des indicateurs. On peut avoir des indicateurs dans le sens où, grâce à toutes les données de santé qui sont actuellement sous-exploitées,
Donc il faut vraiment, pour faire cette politique industrielle de prévention, je dis un portage politique, des priorités, des indicateurs qui permettent d'évaluer les politiques qu'on mène. Et puis après, ça doit s'adresser, à mon avis, à tout le monde, non seulement au niveau des professionnels de santé que vous êtes, dans le sens où ça passe par les professionnels de santé, mais ça passe au-delà des professionnels de santé, je pense, dans tous les acteurs. Et c'est pour ça que je plaide, moi, pour savoir qui fait quoi. Et je suis assez convaincu qu'il faut qu'il y ait un partage de responsabilités entre l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires pour porter cette prévention, dans le sens où, notamment grâce au contrat groupe des complémentaires, ça permettrait effectivement de mettre en place ces priorités, ces évaluations avec des objectifs qu'on puisse tenir. Voilà un petit peu comment l'équaliser. Moi, je crois beaucoup au collectif. Je crois beaucoup, c'est ensemble, si tous ensemble on s'y met, c'est comme ça qu'on y arrivera. Voilà un petit peu ce que les coalisés ont mis en place comme feuille de route. Merci à Cyril pour ton intervention. On a le droit de l'applaudir parce qu'il est extrêmement mobilisé sur ces sujets à l'Assemblée nationale. Je peux témoigner en observateur extérieur et j'entends avec beaucoup d'intérêt ce que tu dis sur une approche systémique et industrielle. C'est un vrai défi à lancer sur lequel il faudra un portage politique, bien évidemment, pour avancer. Monsieur le sénateur Bernard Jomier, merci infiniment de votre présence dans votre maison ce matin. Vous êtes également médecin. Au Sénat, la commission des affaires sociales dont vous faites partie se mobilise sur de nombreux sujets et réalise de riches rapports d'information très structurants pour la construction des politiques publiques de santé. On a appris d'ailleurs récemment que Marie-Do Aeschlimann vient d'être nommée co-rapportrice sur un sujet de prévention. On lui enverra bien sûr un résumé de nos échanges d'aujourd'hui. Votre dernier date d'un rapport sur le sujet de la financiarisation de la santé, mais de nombreuses thématiques sont à l'agenda. Par exemple, cette mission est prévue dans un programme de travail dans les prochains mois. Pourriez-vous ainsi revenir sur les récents travaux que vous avez menés au sein de la Commission des affaires sociales et nous dire, monsieur le sénateur, quelles conclusions peuvent être tirées en matière de prévention et de santé? Merci pour votre question qui est vaste. Vous avez choisi quand même un thème qui n'est pas facile parce qu'il embrasse beaucoup de choses. Et moi, il me paraît quand même important qu'on se mette d'accord sur ce dont on parle précisément. Parce que tout le monde convient, et vous l'avez dit, il faut prendre un virage préventif. Mais il y a quand même, il me semble, deux grands domaines qui sont différents. Il y a la prévention qui relève du système de soins. Ce que nos amis canadiens, je crois que j'ai compris qu'il y avait des Canadiens dans la salle, Québécois encore mieux, parce que c'est eux qui nomment ce domaine-là les pratiques cliniques préventives, c'est-à-dire le dépistage, la vaccination, etc. Donc là, ça relève du système de soins. Et puis il y a la promotion de la santé, l'activité physique, l'alimentation, etc., qui relèvent aussi de la prévention, mais qui ne relèvent pas nécessairement, et très loin de là, du système de soins et des professionnels de santé. Ça ne nous appartient pas, c'est-à-dire on a une co-responsabilité, mais il y a sur ces questions bien d'autres intervenants. Or, ce domaine de la promotion de la santé, il est extrêmement important si on veut améliorer les indicateurs de santé du pays. L'importance de l'activité physique dans tout un ensemble de pathologies chroniques et dans la prévention de complications est bien connue, en oncologie également, etc. Donc, je crois qu'il faut qu'on sache un peu de quoi on parle. Parce qu'il est exact que notre système de santé, notre système de soins est très orienté sur le curatif. Oui, tout à fait. Je vais aussi dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais attention, ça a produit quand même aussi une amélioration très nette de l'état de santé de la population de notre pays. Donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Oui, on a un virage préventif à prendre, d'accord, mais ne transformons pas du jour au lendemain voilà, les investissements en curatif vers les investissements en préventif. Regardons, à partir d'objectifs de santé, comment ce qu'on doit faire pour basculer, si je puis dire. Et là, on se heurte. Alors, vous avez, Monsieur le Président, rappelé dans votre document présentant le colloque les obstacles très nombreux qui sont devant nous.
Et à commencer par la construction du budget santé du pays. Je crois que tous les ministres de la Santé connaissent ça par cœur, ont vécu ça par cœur. On ne construit pas le budget santé annuellement, déjà c'est un problème annuellement, mais à partir d'une réflexion sur quels objectifs on veut poursuivre. Est-ce qu'on a pour objectif de passer, par exemple, de 30 à 10% du nombre de fumeurs dans notre pays? À ce moment-là, ça ne se fait pas en un an, ça se fait sur du pluriannuel. Est-ce qu'on a pour objectif de diminuer la mortalité cardiovasculaire, par exemple, chez les personnes qui ont une insuffisance cardiaque? Et donc, qu'est-ce qu'on met en place comme dispositif? Si on n'attaque pas ces questions-là, centrales, on ne progresse pas beaucoup. Et c'est à ça qu'on est confronté depuis des années. C'est-à-dire que la prévention, dans le débat annuel sur les questions de santé, on l'a chaque année à la Commission des affaires sociales, ça se résume au tabac, à l'alcool. On a ouvert un peu le sujet du sucre, et avec, vous voyez, des pressions d'acteurs économiques extérieurs qui empêchent qu'on puisse progresser significativement. Voilà, donc on a cet ensemble de questions qui est là. Et puis on a, pour faire suite aux propos de Cyril, la question du qui fait quoi, qui est juste. C'est-à-dire que on a eu le débat, plus ou moins, sur est-ce qu'il faut créer une grande sécu, que la sécu fasse tout. Est-ce que, bon, je le dis parce que Cyril a mentionné les organismes complémentaires, les mutuelles. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à se dire, il y a un certain nombre d'actions, et notamment, et particulièrement dans le domaine de la prévention et ou de la promotion de la santé, sur lesquelles ce n'est pas forcément l'assurance maladie qui doit tout faire. Et ça peut être, y compris au premier euro, les organismes complémentaires. Mais ça ne peut se décider, il me semble, que si on met les partis autour de la table. Les partis ES, pas les partis politiques. Les partis autour de la table. Les acteurs de santé, les élus locaux, l'assurance maladie, les organismes complémentaires, l'État, et qu'on rediscute de ce que chacun fait dans notre système. Donc oui, je partage l'idée que la question du qui fait quoi est essentielle. Merci à monsieur le sénateur. Je note avec intérêt, vous souhaitez bien sûr qu'on avance sur la prévention, mais qu'on ne peut pas regretter de faire du curatif parce que nos patients se portent mieux. Mais maintenant, reste à savoir qui fait quoi et comment on se met autour de la table pour progresser ensemble. Nous sommes heureux d'avoir le regard d'une autre profession de santé, en l'occurrence des pharmaciens. Madame Karine Wolftal, merci de votre présence. Les pharmaciens jouent un rôle central dans les parcours de soins et de prévention. Vous avez en ce sens de plus en plus de missions de prévention, qu'il s'agisse d'information et de sensibilisation, mais aussi de vaccination ou encore certains dépistages. En ce sens, comment les pharmaciens intègrent-ils concrètement les missions de prévention dans leur pratique ? Merci beaucoup pour cette invitation, Madame la Ministre, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les amis des pédicures podologues. Cher Eric, c'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui parmi vous et de partager, en effet, d'avoir ce regard croisé. Peut-être, avant de répondre à votre question, juste, je voudrais compléter peut-être les propos qui viennent d'être prononcés par nos amis parlementaires, sur lesquels je souscris d'ailleurs absolument, et peut-être ajouter aussi, dire et affirmer que c'est la prévention est bien l'affaire de tous. C'est une question sociétale, quasiment citoyenne. Il y a notamment une problématique, je pense, qui nécessite vraiment d'être investiguée. C'est toutes les questions, bien sûr, environnementales et de pollution et des faits. On le voit bien maintenant aussi sur la santé et notamment des jeunes citoyens. Donc il y a une vraie dimension aussi, j'allais dire, éco-citoyenne. Donc c'est en effet l'affaire de tous et une affaire hautement politique qui doit, et je rejoins en ça les propos qui ont été déjà portés, fortement politiquement. Et il faut considérer, je pense, au plus haut niveau que la prévention, c'est un investissement et pas un coût. Et ça, dans le système de santé, ça a souvent été un peu vu comme un coût, alors que ça doit être considéré comme un investissement. En tout cas, c'est ma proposition. Sur le rôle des pharmaciens, en effet,
le pharmacien d'officine notamment, mais pas que. Il y a aussi les biologistes médicaux notamment qui sont en contact avec les patients. J'y reviendrai peut-être un tout petit peu plus tard, mais les pharmaciens d'officine, tout comme les pédicures podologues, de par le maillage sur le territoire, sont en effet une porte d'entrée dans le système de santé. Et je dis régulièrement, c'est 4 millions de Français qui franchissent tous les jours la porte d'une officine. Et on voit là aussi tous les âges de la vie, de la naissance jusqu'au dernier jour, et aussi bien les malades, les aidants, les accompagnants, les soignants. Et voilà. Donc on a vraiment accès à l'ensemble de la population sans rendez-vous. Donc c'est vraiment le lieu en effet où on peut parler santé, mais surtout orienté dans le système de santé. À ce propos, je voudrais justement, je pourrais malheureusement pas être cet après-midi avec vous sur les problèmes d'interprofessionnalité ou les questions d'interprofessionnalité, mais bien qu'on travaille beaucoup ensemble, je trouve qu'on ne se connaît pas encore assez. Que les pharmaciens connaissent mal les professions de pédicure podologue, ni tous les actes que vous pouvez faire. Or, on aimerait pouvoir orienter vers vous certains de nos patients, notamment les diabétiques, mais pas que, pour justement de la prévention. Donc, je salue d'ailleurs ceux d'entre vous qui travaillent dans les exercices coordonnés. J'ai lu dans votre enquête, je crois qu'il y a 44% des pédicures podologues qui sont impliqués dans les MSP. Mais il faut aller plus loin parce que c'est effectivement, ça n'est que comme ça qu'on arrivera aussi à se renvoyer les patients, ou en tout cas à prendre en charge les patients. Je vois les sages-femmes aussi, dans un contexte difficile d'accès aux soins et entre autres pour les femmes. Alors, je ne vais pas faire un sujet sur les femmes ce matin, mais l'accès aux sages-femmes, la connaissance de ce que les uns et les autres peuvent faire. Pareil pour les infirmiers. On a tous des métiers qui évoluent. Et d'ailleurs, j'en profite pour aussi faire peut-être une proposition en termes réglementaires ou législatifs. Nos textes sont trop complexes et trop, illisibles, ou en tout cas mériteraient d'être simplifiés. Qui sait dans la salle, et même moi la première, que peut faire exactement une infirmière en termes de vaccination, une sage-femme, un pédicure podologue, un médecin généraliste, un infirmier, un masseur kinésithérapeute. Je veux dire, et alors un coup on peut à partir de 11 ans, un coup on peut à partir de 4, un coup on peut faire la grippe, un coup on peut faire le Covid, un coup on peut faire les entretiens de prévention. Pourquoi est-ce que tout le monde, professionnel de santé, ne pourrait pas tout faire? Enfin, je caricature, je tire le trait, mais vous aurez compris. Et ça serait tellement plus simple pour les patients aussi, pour le grand public, et là peut-être Jean-François pourra répondre, mais la prévention, c'est vraiment l'affaire de tous. Et pourquoi rendre compliqué des choses qui devraient être simples, d'orienter le patient entre nous, dans un cadre d'exercice coordonné, et je dirais même au sein de notre profession. J'ai eu l'occasion de le dire à d'autres colloques. Pourquoi un étudiant en pharmacie en 6e année peut vacciner quand il est la semaine en stage et pas le samedi quand il est salarié? Encore une fois, c'est pas exactement ça. Je tire le trait pour bien carré. Voilà. Pourquoi est-ce qu'un préparateur peut dans certaines conditions et pas dans d'autres? Pourquoi? Je veux dire, on est compétent ou on ne l'est pas. C'est pas le statut ce qui fait la compétence. C'est la formation qu'on a pu acquérir. Donc, voilà, si je dois balayer devant la porte des professionnels de santé, moi j'appelle les pouvoirs publics à simplifier. Pour plus de lisibilité, pour plus de transparence entre nous, pour une meilleure prise en charge des patients. Donc oui, c'est une affaire de politique, très clairement. En tant que présidente de l'Ordre, je me dois quand même de faire aussi une petite mention de ce que doit être le rôle des ordres dans cette question. C'est bien évidemment garantir la compétence et la formation de nos professionnels de santé dans ces sujets-là. Peut-être aussi être vigilant sur les règles éthiques et déontologiques, parce qu'on voit au travers des pratiques non conventionnelles des choses apparaître qui sont quand même très
curieuses pour le moins, qui relèvent parfois même du charlatanisme. Et on comprend que nos concitoyens soient parfois dans des situations effectivement de détresse et dans des difficultés d'accès aux soins et qui du coup s'orientent vers des pratiques qui sont largement répandues en termes de publicité, réseaux sociaux et autres. Et je crois que c'est notre rôle d'être vigilant sur ces pratiques non conventionnelles qui s'apparentent pour certaines d'entre elles sur le charlatanisme. Merci de le préciser. Ouais. Donc voilà. Donc je veux pas être trop long parce que je pourrais parler beaucoup. Donc n'hésitez pas à m'interrompre. Non, mais vous étiez dans un excellent timing. Je pense qu'on peut aussi applaudir la présidente. Vous avez rappelé à plusieurs occasions, et on a bien noté, la prévention, c'est l'affaire de tous. On en a noté quand même qu'on ne se connaît pas assez. Donc cet après-midi, sur l'exercice coordonné, on sent que ce qui se passe aujourd'hui, il faudrait que ça se passe dans tous les territoires, ces échanges en effet entre les professionnels. Et j'ai noté avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez dit, c'est un investissement et non pas un coût. Sachez d'ailleurs que le Club Prévention et Santé dit, si c'est un investissement, Madame la Ministre et Monsieur le Sénateur, bien pourquoi on ne ferait pas comme dans le privé, à ce que l'investissement soit amorti sur 10 ans. Donc même si c'est une dépense réelle, si on amortit en 10e dans le budget de l'État, ça coûterait beaucoup moins cher de réfléchir à qu'est-ce qui est en effet amortissable, puisque c'est de l'investissement long terme. Un vaste débat de comptabilité publique, je note bien, mais comme je ne le connais pas ailleurs sur les partenariats publics-privés, ça mérite de regarder comment on lisse, bien évidemment, dans les délais. Merci en tout cas beaucoup de ces précisions. Jean-François Thébault, vous représentez la voix des usagers, très très important. S'ils sont les destinataires des actions de prévention, ils sont également les acteurs et jouent bien sûr un rôle central. Les associations de patients, c'est énorme et c'est un rôle central. Pouvez-vous nous donner le regard des usagers sur cette problématique et sur la matière dont les professionnels de santé prennent en main les enjeux de prévention et santé? Quel est le rôle des usagers? De même, comment les usagers, les décideurs et les professionnels de santé peuvent travailler efficacement pour que la prévention en santé intègre durablement les pratiques des Françaises et des Français? Merci beaucoup, Eric, de nous avoir invités. C'est vrai que le pied, c'est le point faible des diabétiques. De multiples choses ont été dites et évoquées, donc ça m'est difficile de pouvoir répondre à toutes ces questions qui sont très pertinentes et qui ont été posées. Je vais peut-être axer, pour être pas trop long, sur 3 points qui m'ont paru importants. D'abord, la fédération, je vais dire 2-3 mots pour ceux qui ne connaissent pas la Fédération française des diabétiques. C'est l'une des plus grandes et des plus anciennes associations de patients, créée il y a plus de 100 ans, près de 100 ans, enfin 90 pratiquement, pour donner accès à l'insuline aux patients diabétiques. C'est à l'origine de l'insuline. La fédération, c'est une fédération, ça veut dire qu'on regroupe une centaine d'associations dites fédérées ou de délégations départements, en gros une par département. Donc ça veut dire que vous, dans vos départements, dans vos colloques, vous pourrez toujours avoir un interlocuteur ou une interlocutrice et qui représente la fédération qui est dans votre département et qui pourra accompagner les actions que vous mettez en place, ou nous vous demanderons d'accompagner les actions que la fédération va mettre en place. Alors ces actions, la prévention, c'est effectivement l'un des fonds de commerce, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, de la fédération, hein, avec prévention et dépistage. D'ailleurs, on a une semaine nationale de prévention chaque année qui a lieu au mois de juin, qui dure sur une semaine, et dans lequel on implique énormément de professionnels de santé, les pharmaciens qui participent régulièrement, les biologistes, certaines spécialités, et les pédicures podologues pourraient y participer. Donc c'est vraiment les missions sociales de la fédération, c'est ça, c'est-à-dire l'accompagnement des patients avec l'information et la prévention. Et en matière de plaie du pied, parce que je vais me recentrer un peu sur l'objet du débat aujourd'hui, la prévention dans le pied, le pied c'est quelque chose, c'est l'un des points faibles, c'est très important. Hein. Pour un diabétique, on meurt plus du diabète pratiquement en France maintenant, mais on meurt des complications. Les complications, c'est les yeux, c'est le cœur, c'est les reins, mais c'est aussi le pied, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, près de 10 000 amputations par an. C'est la première cause d'amputation en France, c'est le pied diabétique. Et tout ce qu'il faut, c'est à la fois une prévention primaire,
pour éviter que ça arrive. Prévention secondaire, quand un patient est diabétique et qu'il faut prendre des précautions. Une prévention tertiaire, quand des plaies arrivent et qu'il faut les traiter. Et surtout éviter l'amputation. Oui, parce que le pied, et c'est le deuxième mot que je voulais prendre autour de tout ce que je dis. Aujourd'hui, le deuxième mot, c'est l'autonomie. Le pied, d'abord, historiquement, c'est l'autonomie de l'homme. C'est grâce à ses pieds qu'il a envahi l'univers, il a pu marcher. Aujourd'hui, peut-être on marche moins. D'ailleurs, ça a des problèmes d'activité physique. Donc, il faut remettre en lumière ça. Mais c'est vraiment l'autonomie, le fait de pouvoir se déplacer, d'être libre et de marcher. Quand on a les pieds coupés, plus de pieds, d'un seul coup, la vie change. Et c'est extrêmement pénalisant, handicapant. Et même quand il n'y a qu'un bout de pied qui est coupé, ça modifie la stature, ça modifie... Et là, votre rôle est complet pour essayer d'appareiller les gens. Mais l'objectif, surtout, c'est d'éviter ça. Et donc, par une prise en charge. Et le deuxième facteur d'autonomie, c'est, je voulais saluer l'avenant 5 que vous avez signé, parce qu'il redonne la main au patient. Pourquoi est-ce que les pieds étaient si peu examinés ? Il n'y a qu'à entendre les professionnels entre eux. J'étais à la Haute Autorité de Santé, ne serait-ce que la semaine dernière. On est en train de faire la recommandation, donc Agnès Buzyn, Madame la Ministre connaît bien ça, sur le parcours de soins du diabétique. Et on a bien entendu évoqué de manière importante le pied, les soins podologiques et la prévention. Et à chaque fois, en signalant le fait que pas assez de personnes regardent les pieds, et à chaque fois, ça déclenche des traits d'humour de la part des professionnels, médecins, professeurs qui sont là en disant oui, mais quand on fait déchausser les gens, on ne sait pas à quoi s'attend. Donc c'est une réflexion humoristique qui est constamment faite. D'ailleurs, on se déchausse pas souvent chez les pharmaciens, d'ailleurs, mais on comprend aussi que c'est pas le lieu. Donc l'avenant 5, ce que je veux dire, c'est que ça redonne l'autonomie parce que grâce à l'avenant 5, les patients diabétiques, à condition qu'ils soient informés bien sûr, peuvent aller directement consulter un podologue. C'est-à-dire la personne qui va s'occuper de cet organe indispensable. Et ça, c'est très important parce que on voit, quand on voit tous les bilans préventifs qui doivent être faits ou le dépistage chez un patient diabétique, on voit que finalement, ceux qui marchent plutôt le mieux, c'est ceux où le patient a la main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une ordonnance pour y aller. Les fonds d'œil, par exemple, pour aller chez l'ophtalmo, on n'a pas besoin d'une ordonnance. On prend directement rendez-vous chez l'ophtalmo, il vous fait votre fond d'œil, il vous dit on se revoit l'année prochaine ou dans 2 ans, et puis vous y retournez sans avoir eu besoin d'avoir le tampon. Parce que c'est le troisième mot qui a été dit, c'est coordination interprofessionnelle. C'est-à-dire que vous avez dit, Karine, il faudrait que tout le monde fasse tout. Bon, on peut discuter. Mon voisin va me traiter de corporatiste quand je dis, oui, mais il y a peut-être un problème de compétence. Mais tout le monde ne peut pas faire tout, mais tout le monde peut dire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des protocoles, où on a des guides, on a fait le passeport diabète par exemple à la fédération dans lequel tout est marqué, on peut poser la question, qu'on soit pharmacien, infirmier, podologue, médecin, médecin spécialiste et même hors professionnel de santé, dire mais est-ce que vous avez bien fait, regardez ça, il faut le faire. Et le patient, à ce moment-là, il reprend la main en termes d'autonomie pour pouvoir dire « Ah ben oui, ma vaccination, c'est l'exemple typique. Ouais, il faut que je me vaccine. Je n'ai pas besoin d'une ordonnance pour me faire vacciner. Je vais voir les professionnels concernés. Mes pieds, oui, il faut que je me fasse examiner. Je vais chez le podologue. » Et ça, on s'est beaucoup battu à la fédération avec nos amis podologues, en particulier l'Ordre et la Fédération, pour pouvoir faire admettre cet avenant, cette capacité qu'il n'y ait pas besoin d'une ordonnance, d'une prescription pour avoir accès aux pédicures podologues. Voilà, c'est une chose qui nous paraît très très importante. Alors maintenant, d'une manière générale, la prévention, oui, c'est un mot magique en ce moment. Voilà, des mots comme ça, on a eu DMP, on a eu numérique, là, prévention, c'est un mot magique. Bon, il faut le mettre à tous les niveaux, vous avez raison. D'ailleurs, maintenant, on ne parle plus de prévention primaire, on parle de prévention primordiale, ce qui est encore un petit peu au-dessus pour montrer que toute la collectivité, tous les pans de l'État, ils sont concernés. Vous avez parfaitement raison, monsieur le sénateur et madame la sénatrice. Vous avez parfaitement raison. Tout le monde est concerné, depuis l'éducation nationale jusqu'à plus tard dans les collectivités territoriales. Tout le monde est concerné par la prévention primaire. Mais aussi, il y a des petites choses.
beaucoup de petites choses. Et finalement, le diable se cachant dans les détails, c'est à ce niveau-là, au niveau des petites choses, qu'on peut agir réellement en inculquant des messages. Là, en l'occurrence, celui-ci, faites examiner vos pieds. Allez voir le pédicure podologue régulièrement quand vous avez du diabète et il va vous conseiller. C'est une petite chose, mais c'est des messages à passer. Et nous, dans cette prévention, alors là, je vais peut-être me faire des ennemis, je crois que j'en vois pas trop ici, mais il y a un point faible, c'est le médecin généraliste. Parce que il est débordé. Hein, cet après-midi. oui, bon, parce que c'est un reproche qu'on va faire parce qu'il est débordé, il a trop de travail, etc. Et au sein d'une consultation, il ne peut pas passer tous les messages. Faut être conscient. Dans une consultation qui va durer 10 minutes, un quart d'heure, les patients viennent pour quelque chose. Alors, tout le monde dit, il faut parler de la prévention. Mais quand vous avez quelqu'un qui vient pour la grippe ou qui a 42 fièvres, si vous dites à propos, il faut arrêter de fumer, à propos, est-ce qu'on a regardé vos pieds, le message, il n'est pas entendable. Donc, il ne faut pas tout faire reposer sur le médecin généraliste. Et là, je rejoins Karine en disant, tout le monde doit y participer, tous les professionnels, ensemble, et dans des structures coordonnées, parce que tout seul, on fait des actes, et quand on est ensemble, on fait des parcours. Dans toutes les structures coordonnées, certes, les maisons de santé pluridisciplinaires, c'est le Graal, mais il n'y en aura jamais assez. Actuellement, il y en a 2000. 2000, ça veut dire en gros 5000 médecins. En gros, 5000 médecins, ça veut dire qu'il y a 80% de la population, 90% de la population qui n'a pas accès à une maison. Donc il faut trouver d'autres systèmes. On a promu, j'ai participé à ça, au CPTS, c'est un autre degré, et je pense que vous avez toutes vos places dans les CPTS, d'ailleurs les CPTS auxquels je participe, vous y participez, et que ça c'est un modèle, c'est peut-être pas le meilleur, on aurait peut-être pu en faire d'autres, c'est critiquable, enfin ça existe et c'est financé, et c'est un modèle de coordination. Alors, c'est la coordination des professionnels. C'est pas du soin, les CPTS. Mais déjà, si on peut faire passer les messages via les CPTS, et nous, on travaille avec eux au niveau de la fédération, on a fait des fiches sur le diabète, dans lequel le pied est un symbole, des fiches à destination des médecins généralistes, qui vont être diffusées le mois prochain, au mois de février, à tous les généralistes de France, sur dépistage du diabète, prise en charge et bilan à faire, dont l'examen podologique. C'est des petites choses qu'on essaye de faire, mais c'est ça. La coordination, ça passe par tout le monde, y compris le patient, avec toute son autonomie. Merci. Merci, professeur. Alors, on a bien noté votre... Je ne suis pas professeur, je ne suis même pas docteur. Je suis là comme diabétique depuis 20 ans et à la fédération, il n'y a pas de médecin, il n'y a que des patients. Et si j'y suis, c'est parce que je suis diabétique et pas parce que j'ai été docteur dans le temps. Merci. Monsieur le patient, d'abord de votre enthousiasme, de votre plaidoirie sur les maisons pluridisciplinaires, de l'association que vous avez eue entre votre fédération et l'ordre pour aller vous battre sur l'article 5, l'avenant 5, et le considérer que c'est très bien. Mais j'ai noté avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez dit, parce que c'est fondamental sur vos métiers. Le pied, c'est l'autonomie de l'homme, et l'autonomie de l'homme, c'est sa liberté à marcher, à aller tous les jours. Et ça, c'est un des mots très, très importants. Pierre-Louis Bras, oui, Eric. Marc, excuse-moi, je veux juste faire une précision sur l'avenant 5, parce que l'avenant 5, c'est l'avenant conventionnel, et c'est pas l'ordre, c'est signé par notre syndicat représentatif, la Fédération nationale des podologues, dont le président est ici, David Boudet, je veux le saluer. Alors bravo. Qui travaille aussi. Sous vos applaudissements aussi. Non, mais je sais, mais je veux dire que la fédération a aussi, pour notre profession, la Fédération nationale des podologues, un rôle très important, et on a cette chance de pouvoir travailler, l'ordre et la fédération, en parfaite osmose. Merci. Merci de ces précisions et pardonne-moi de ne pas l'avoir noté, mais comme c'était dit par le patient, je rebondissais sur ce qu'il disait. Monsieur Pierre-Louis Bras, vous êtes inspecteur des affaires sociales, mais aussi ancien président du Conseil d'orientation des retraites. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un récent rapport de l'IGAS intitulé « La prise en compte des preuves scientifiques dans les actions de prévention, promotion et santé ». À ce titre, pourriez-vous nous en dire quel est le schéma de financement de la prévention qui devrait être mis en place afin qu'elle produise des effets pour notre système de santé comme pour la population? Merci de l'invitation. Bonjour à tous. On peut partir du consensus, et puis c'est la sagesse populaire très ancienne qui nous le dit, mieux vaut prévenir que guérir, donc on est tous d'accord. Moi, je ne connais pas de ministre de la Santé qui, depuis 40 ans, n'ait pas dit qu'ils allaient faire de la prévention leur priorité. Et je note quand même une amélioration sémantique
je crois qu'on la doit à Aurélien Rousseau, c'est l'idée de virage préventif. C'est une autre manière de dire la même chose, mais espérons que l'évolution des mots fera changer les choses. Le problème sur la prévention, c'est que, ça a déjà été dit, hein, quand on parle de prévention, on parle d'une infinité de choses. On parle de dépistage, de vaccination, de prohibition des drogues illicites et donc de police. On parle d'urbanisme parce que ça, si on a des pistes cyclables, ça facilite l'activité physique. On parle de vie dans les entreprises avec l'usure professionnelle, et ainsi de suite. Donc on risque de parler de tout et peut-être de n'importe quoi, en tout cas de ne pas savoir de quoi on parle. Donc, comme mon temps est limité, j'ai choisi, comme la conjoncture n'est pas très guillerette, de parler d'un succès en matière de prévention et d'essayer de décrire ce qui s'est passé et de voir les enseignements qu'on peut en tirer. Et je voudrais parler du tabagisme, de la lutte contre le tabagisme. Alors attention, en matière de tabac, la France n'est pas en bonne situation. En gros, en 2021, on était à 25% de fumeurs quotidiens. Les Américains, ils sont plus obèses que nous, mais ils fument beaucoup moins, ils sont à 8,8, les Britanniques à 12, les Allemands à 14 et les Italiens à 19. Donc on n'est vraiment pas bon. Néanmoins, ça va mieux. Ça va mieux, en gros, il y a une inflexion à partir des années 2016-2017. En gros, il y avait 30% de fumeurs quotidiens, c'était assez stable de 2000 à 2016. On a perdu quand même 7 points, on est passé à 23%. Donc c'est pas rien. Et puis ce qui est encore plus encourageant, c'est que chez les jeunes à 17 ans, où la chose est suivie, eh bien on a quasiment divisé par 2, c'est-à-dire qu'on est passé de 32 à 16, le nombre de fumeurs quotidiens à l'âge de 17 ans. Et quand on sait que le statut tabagique à 17 ans est très prédicteur de comportement tabagique ultérieur, c'est extrêmement encourageant. Et donc voilà une politique qui a marché. Alors, pourquoi ? Alors on peut dire c'est des mouvements culturels généraux, mais il y a quand même eu des politiques qui ont soutenu ça. Alors on peut noter le mois sans tabac à partir d'octobre 2016, l'instauration du paquet neutre en 2017, le remboursement des substituts nicotiniques élargi en 2019, et puis surtout l'augmentation des taxes et par la suite des prix de 2017 à 2020. En gros, alors toutes ces mesures, elles ont joué. Personne n'est capable, même en faisant des études scientifiques, de dire quel est l'effet de telle ou telle mesure sur l'ensemble. Néanmoins, et même si toutes sont rentrées en synergie et qu'une bonne politique, c'est une politique qui utilise de nombreux leviers comme là, quand même, on a l'intuition que c'est l'augmentation des prix qui a été déterminante. Et on a totalement cette intuition parce qu'il y a un excellent rapport du Sénat sur les effets des taxes comportementales. La fiscalité comportementale, donc je vous y renvoie, il est excellent. Vraiment une très bonne revue de littérature qui montre que effectivement les prix, c'est efficace. En gros, vous augmentez les prix de 1%, vous réduisez la consommation de 0,4, 0,3, le volume. D'accord ? Donc, vous voyez, ça marche, quoi. Et en gros, quand on regarde les évolutions, on se dit, eh bien, vu l'évolution des prix, ça explique quasiment tout. Même si, bien évidemment, mois sans tabac, paquet neutre, substitut nicotinique, c'est important. Donc, on a des moyens de faire de la prévention extrêmement efficace, parce que le tabac, c'est quand même le fléau majeur. 73 000 morts, avant l'alcool, 41 000, voilà. Cette évolution favorable, est-ce qu'elle va se poursuivre ? Moi, je vous ai parlé de l'évolution des prix entre 2016 et 2021. À partir de 2021, il y a de l'inflation, d'accord ? Et les prix, ils suivent quasiment pas l'inflation. Donc, on a une baisse réelle du prix du tabac sur les dernières années, 2022-2023. Donc, 6%. Et puis, normalement, il y a un plan de lutte contre le tabac qui nous dit le prix du paquet de tabac, il doit être à 15 € en 2027. D'accord ? Et si effectivement on suit le plan de lutte contre le tabagisme à 15 €, ça veut dire qu'il va falloir réaugmenter les prix et qu'il va y avoir une augmentation réelle des prix de 20%. Et donc on peut attendre que cette politique se prolonge. Le problème, c'est ce que j'entends aujourd'hui autour des débats qui ne sont pas finis sur le budget et les lois de financement de la sécurité sociale, qu'on va faire un peu une pause en 2025. Quoi. Donc, est-ce que l'engagement qui est pris pour 2027 de porter le prix
moyen du paquet de tabac à 15 € va être tenu, hein, ça voudrait dire qu'on augmente beaucoup, d'accord? C'est une vraie question. Mais si je vous dis tout ça, c'est pour vous dire que si on veut vraiment faire de la prévention efficace, fondée sur des preuves, d'accord, où ça marche, où ça améliore la situation de santé de nos concitoyens, on a des moyens qui ne coûtent rien. Hein, il ne s'agit pas de détourner les moyens du curatif pour faire du préventif. Il ne s'agit pas de demander de l'argent public. D'accord? Alors bien évidemment, ça coûte à ceux qui payent les taxes. Hein, voilà. Mais en termes d'argent public, ça ne coûte rien. Donc on a des instruments extrêmement efficace pour faire de la prévention, d'accord? Ça peut bien évidemment, c'est appliqué dans le tabac parce que le lobby du tabac a quand même été progressivement vaincu dans sa tentative de dire le tabac c'est pas dangereux. Il reste encore un lobby du tabac qui s'exprime à travers les buralistes, hein, qui sont farouchement opposés à ces hausses des prix et qui vont tout faire pour qu'elle n'ait pas lieu. Mais voilà, en gros là, mais il y a plein d'autres domaines où les lobbies sont encore extrêmement puissants, parce que sur, par exemple, l'alcool, d'accord, il ne s'agit pas d'augmenter les taxes, mais on a de très bons papiers qui donnent des preuves scientifiques que si on fixe un niveau de prix minimal par gramme d'alcool, eh bien, on a des effets extrêmement significatifs sur la consommation d'alcool. Donc, on sait ce qu'il faut faire. C'est en plus des leviers qui ne demandent pas d'argent public, d'accord, qui même à la limite en rapporte à travers le produit des taxes. La question en prévention, bon, je m'écarte de la prévention faite par les professionnels de santé, là je suis sur la prévention primaire, hein. La question en prévention, c'est la force des intérêts qui sont constitués pour empêcher que la prévention se développe. Franchement, on a des preuves scientifiques que le Nutri-Score, ça améliore les comportements de nutrition des Français, que ça les intéresse, qu'ils suivent, que ça modifie la manière dont ils achètent, et même que ça modifie la manière dont les industriels font les recettes. D'accord ? Le problème, c'est que c'est facultatif et que des industriels peuvent s'en libérer. Donc, on a des moyens de prévention extrêmement puissants qui ne coûtent pas aux finances publiques. Après, peut-être qu'il faut investir dans la prévention, mais là, on n'a même pas besoin d'investir. Et le problème de la prévention, c'est donc pas l'argent, c'est les intérêts économiques. Les intérêts économiques qui sont constitués, intérêts qui sont par ailleurs légitimes, hein, je ne veux pas... voilà. Mais c'est quand même ça l'enjeu majeur lorsque l'on parle de prévention. Voilà, c'était en 5 minutes ce que je voulais vous dire. Merci à Pierre-Louis Bras de ce cas d'école extrêmement clair, précis sur le tabac, de la façon dont on pourrait l'imaginer sur l'alcool, d'avoir évoqué aussi le Nutri-Score comme les effets de levier, même si tout le monde ne l'utilise pas encore, de fiscalité comportementaliste et de communication aussi, bien sûr, vers nos concitoyens. Il nous reste 10 minutes, 15 minutes pour pouvoir poser des questions de votre part aujourd'hui à ceux qui sont sur scène. Donc n'hésitez pas. Merci d'avoir la gentillesse de vous présenter. Vous souhaitez réintervenir, Jean-François Thébault. Et aussi sur scène, vous pouvez intervenir sur ce qu'on dit les uns et les autres, bien sûr, pour approfondir cette discussion. Allez-y, je vous en prie. Oui, nous réfléchissons beaucoup à la Fédération sur ces enjeux et je voudrais prendre les propos que je partage totalement. Mais pourtant, mettre, non pas une réserve, mais mettre la problématique d'un dilemme éthique sur ce sujet important. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut une volonté politique, mais à côté de ça, ces mesures que je vais appeler un peu autoritaires, entre guillemets, même si elles sont efficaces, ça soulève un enjeu éthique, on va dire. Dans la mesure où l'augmentation de prix d'un certain nombre de choses, on peut parler du tabac, mais je dirais la même chose sur la taxe du sucre, etc. En fait, c'est efficace parce que ça pénalise financièrement, mais en même temps, ça pénalise financièrement ceux qui sont les plus vulnérables, qui ont les moins de revenus, et qui ont en même temps ceux qui ont les plus de facteurs de risque. Donc on voit dans l'échelle sociale qu'on fume moins, plus le niveau de revenu est bas, plus on fume, notamment dans les zones défavorisées. Et donc, il y a un bien fondé total quand on est de notre point de vue de santé publique, mais
ça pose quand même un dilemme à la fois éthique, de dire on va pénaliser les mêmes, mais c'est eux qui vont bénéficier, mais ceci, et un dilemme politique, parce qu'on crée du mécontentement. Et donc c'est un élément aussi qu'il y a à mettre en jeu. Je crois que Madame Agnès Buzyn, ministre, professeure, a bien connu ça avec l'alcool, le vin, etc. Et donc on se bat à la fédération pour faire cette politique des taxes sur le sucre. Mais on nous oppose ça aussi. Et donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Il faut proposer quelque chose. Donc là, en l'occurrence, les substituts cliniques gratuits, pour moi, c'est une très bonne chose parce que c'est la mesure d'accompagnement. Mais il faut prévoir des mesures d'accompagnement pour pas qu'une partie de la population dise c'est toujours sur les mêmes comptables. Et in fine, on voit au résultat politique ce que ça peut donner dans certains pays, ou même chez nous d'ailleurs. Merci. Vous souhaitiez intervenir aussi rapidement? Ah, madame. Non, pour dire que... Un micro par ici, s'il vous plaît, pour Madame Buzyn. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Jean-François Thébault. C'est vrai que c'est le problème de la taxation. C'était vrai pour le tabac, mais c'est vrai pour le sucre. Sauf que les industriels s'adaptent et ils réduisent la quantité de sucre, notamment dans les boissons ou dans les aliments, pour éviter de monter les prix. Et donc c'est aussi un levier de transformation, au même titre que le Nutri-Score, qui a un effet d'émulation positif dans le contenu des aliments. Et donc la taxation, ça n'est pas forcément qu'une pénalité pour ceux qui doivent payer, c'est aussi un levier d'amélioration des produits. Merci de cette précision. De toute façon, ça doit être un dialogue entre les uns et les autres. Est-ce qu'il y aurait des questions dans ça? C'est pas parce que vous êtes très nombreux. Ah voilà, une main qui se lève ici et une autre là-bas. Donc un micro par ici et un micro au fond. Merci d'avoir la gentillesse de vous présenter. Bonjour Delphine Grange, conseillère nationale. Voilà, moi j'ai une question pour Madame la pharmacienne. Donc j'exerce en CPTS et plus particulièrement dans le parcours oncologie ville-hôpital. Donc je suis en zone rurale, on n'a pas d'hôpital, donc voilà. Et ma chef de projet, c'est une pharmacienne et qui nous a expliqué comment il gérait les gens atteints de cancer. Donc c'est des pathologies et notamment les effets secondaires. Elle nous a parlé des entretiens pharmaceutiques, notamment les entretiens pharmaceutiques sur les effets secondaires. Et elle m'a montré donc, les entretiens qu'elle faisait, et notamment sur les problèmes des fanères. Et elle a été très surprise d'apprendre que les pédicures podologues pouvaient avoir 2 consultations remboursées, prises en charge à 100%, puisqu'elle ne le savait pas. Donc la CPTS, ça sert à ça, bien évidemment. Du coup, on a réécrit une fiche coordonnée avec les acteurs de santé. Donc ma question était, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que notamment dans les entretiens pharmaceutiques qui sont des actes de prévention, vous pourriez intégrer d'autres professions, ou au moins que le pharmacien, qui est un pilier de la prévention, puisse intégrer d'autres professions, notamment les pédicures podologues dans l'oncologie? Je vous remercie beaucoup de cet exemple qui illustre parfaitement en effet ce que je disais, c'est-à-dire qu'on se connaît mal les uns les autres et on connaît mal ce que les uns et les autres peuvent faire. Donc l'exemple des entretiens pharmaceutiques, typiquement, c'est des entretiens qui devraient être partagés et les protocoles devraient être partagés. Alors il y en a certains qui sont partagés au niveau de la HAS, les protocoles nationaux, mais il y a des protocoles locaux qui effectivement devraient être partagés. Je peux que souscrire complètement à ces propos et tous ces protocoles, d'ailleurs, que ce soit entre, là on vient de citer les pédicopodologues, mais les masseurs kinés, les infirmiers, tout ça, il faut absolument qu'on partage plus, non seulement ce que peuvent faire les uns et les autres, mais nos protocoles. Et c'est vrai que les structures d'exercice coordonné sont le meilleur endroit pour le faire, parce qu'au niveau national, c'est parfois plus compliqué. J'en dirais pas forcément plus. Un petit secret, un petit échange qu'on a eu. Au moment où j'écrivais sur ma feuille, il y a telle disposition pour publier dans la revue ordinale de l'Ordre des pharmaciens les informations et les domaines de compétences de la profession. Karine mettait, est-ce que tu serais OK pour écrire pour publier dans notre revue? Donc voilà déjà un début de véridique. Madame, au fond, je crois.
Oui, bonjour, je suis Edith Chabanol, je suis pédicure podologue et je travaille à l'Institut Curie, donc le sujet de l'oncologie, bien évidemment, me concerne. Moi, j'ai plusieurs remarques à faire. Donc, dans le cadre de l'article 51, je pense que du coup, effectivement, le pédicure podologue, donc c'est les échanges entre la ville et l'hôpital sur la gestion des effets secondaires, pourrait être intégré. Mais ma remarque, elle est que moi, je travaille à temps plein à l'hôpital et que même à l'intérieur de l'hôpital, les professionnels de santé ne connaissent pas notre profession. Et moi, j'ai la chance de pouvoir intégrer le parcours de soins du patient à l'intérieur de l'hôpital. Donc, je peux faire de la prévention à l'intérieur de l'hôpital, mais je pense que cette prévention, elle sera aussi valable si le pédicure podologue intègre aussi des structures hospitalières et intègre aussi des services pour travailler à l'intérieur de l'hôpital. Et c'est cette dynamique-là qui fera qu'il y ait une dynamique qui sera beaucoup plus importante entre la ville et l'hôpital. À l'heure actuelle, l'hôpital travaille dans son coin et la ville travaille dans son coin. Et le lien entre les deux est très complexe. Donc je pense qu'il y a aussi un axe d'amélioration à ce niveau-là pour améliorer la prévention. Oui, si quelqu'un veut réagir. Moi, je pense qu'on gagnerait, alors, bon, sans faire trop long débat sur la formation initiale, mais aussi la formation continue. Il y a très peu, bon, ça a commencé un peu avec les réformes des études de santé, les formations partagées entre professionnels de santé, mais surtout, on n'a rien en formation continue, quasiment en interpro. Donc ça, bon, c'est quelque chose que je voudrais qu'il soit mieux poussé par la NDPC notamment, mais autres certifications. Enfin voilà, je pense que c'est un vrai sujet de l'interpro. Et là encore, moi je crois beaucoup à l'échelle régionale, voire départementale, voire de quartier. Mais on devrait s'inviter les uns et les autres à faire des stages les uns chez les autres. Moi j'ai accueilli la semaine dernière dans mon officine une interne. Bah, elle a découvert simplement le métier de pharmacien. Et à l'inverse, nous, on envoie notre jeune étudiante chez les médecins, mais ça devrait être le cas pour toutes nos professions, en fait, d'intégrer des stages interpro dans nos parcours, que ce soit formation initiale ou formation continue. Et si ce n'est pas le cas, parce qu'il ne faut pas toujours attendre, en effet, enfin, en tout cas, moi, je le crois, tous des pouvoirs publics, rien ne nous empêche de le faire déjà aujourd'hui dans nos exercices, dans nos structures d'exercice coordonnés. En tout cas, moi, je trouve que c'est une voie aussi de meilleure connaissance entre nous. Si je peux saisir la balle au bon, étant participant au Conseil national de certification périodique, la balle est dans votre camp, au niveau des commissions professionnelles, de mettre dans vos référentiels métiers. Alors, CNP, c'est pas les non, mais professionnels. La balle est dans le camp des professionnels, de mettre dans vos référentiels des obligations de participation à des actions de coordination, de coopération. Et puis je voulais faire une autre remarque, parce que bon, vous êtes plein de pédicures podologues ici, il y a un autre frein, c'est celui des tarifs pour les patients. Et donc de savoir que la consultation de prévention pour les patients diabétiques, et il faudrait que ce soit bien affiché, que le tarif, combien ça coûte, etc. Parce que pour beaucoup de gens, c'est un problème, le coût des soins, du reste à charge. Donc une information de votre part est absolument nécessaire aussi pour dire, si vous êtes diabétique, voilà comment c'est pris en charge. Une main se lève. Cyril, qui je crois est nous écoute, si jamais tu souhaites... Allô. Réagir, Cyril Isaac Sibyl, tu nous fais passer un petit message, mais on a encore 2 interventions, après on va devoir clôturer, mais on a légèrement dérapé. Là j'ai le micro, moi. Vous avez le micro, oui. Oui. Donc je suis Nathalie Asdrubal, pédicure podologue en Haute-Saône, Franche-Comté, vice-présidente du CROP Bourgogne-Franche-Comté. Donc, sachant que je venais ici, donc on allait faire une table ronde sur la prévention. Moi, j'ai fait un petit sondage au niveau de mes patients. Je leur ai demandé s'ils prenaient de la vitamine D en prévention. Donc, il s'avère que 50% de mes patients ne prennent pas de vitamine D. Or, depuis le mois d'octobre, on n'a pas beaucoup vu le soleil en Franche-Comté. Et c'est quand même un petit peu de la prévention que de prendre de la vitamine D.
Et je suis bien d'accord qu'il faut lutter contre le tabagisme, mais c'est quand même super facile d'augmenter les prix. Ça coûte pas cher au gouvernement, c'est clair. Ça lui rapporte. Donc, est-ce que vous allez augmenter le prix de la cocaïne aussi ou... Enfin bon, c'est des réflexions personnelles, mais je suis un petit peu... je regrette quand même qu'on ne fasse pas plus de prévention sur la nutrition, sur les compléments alimentaires et les suppléments de vitamines, parce que c'est important pour le corps humain. Voilà, merci. Merci de votre contribution. Je vois pas de... Oui, monsieur. Moi, je voulais rebondir sur les exercices coordonnés. C'était une. Je suis entièrement d'accord avec vous. Cet après-midi dessus. Hein. Ouais. C'était donc juste un point très bref. Effectivement, dans certaines. Donc moi, je fais partie d'une CPTS. Hein, je suis podo, donc conseiller ordinal région Centre, Val-de-Loire, président d'une CPTS dans le Loir-et-Cher. Et on a commencé à mettre en place en fait ces dispositifs où quand on a un stagiaire ou un interne, et les deux sont souvent le cas dans une CPTS évidemment, eh bien on commence à faire un petit tour pour les internes, un petit tour des autres professions. Quand ils sont en maison de santé, c'est très pratique parce qu'ils ont juste à changer de bureau et ils voient sur une demi-journée une pratique d'un autre professionnel. Et quand ils sont en dehors des MSP, eh bien effectivement, alors c'est un deal qu'on a maintenant avec les professionnels parce qu'effectivement en région c'est plus facile qu'au national et donc les liens sont plus solides, on va dire, et comme on se connaît plus, c'est plus facile et donc ils peuvent effectivement aller dans les officines, faire une tournée d'une infirmière, parce que quand on est médecin généraliste, on a du mal à se rendre compte forcément toujours de la complexité des soins infirmiers et des soins chez le podo et chez le kiné et autres. Et donc ça, c'est un énorme bras de levier très intéressant à continuer. Voilà, c'est tout. Merci de ce témoignage. Peut-être une dernière intervention pour respecter les délais. Madame. Alors, bonjour tout le monde. En fait, moi, je suis Fadji Kofi, donc présidente de l'Ordre des podiatres du Québec. Je trouvais ça très intéressant ce que Mme Wolfthal disait par rapport au texte de loi. Donc, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que justement, c'était compliqué. Et nous, la façon dont on pratique, dans notre loi, on a le tout acte. Ça veut dire que toute affection du pied, on peut le traiter. Alors, je pense que c'est une des questions qui est importante à soulever ici, c'est que si vous voulez avoir plus de droits, si vous voulez vraiment donner accès aux patients rapidement, directement, il faut que vous soyez capable de traiter tout ce qui a attrait aux pieds. Alors, je pense que la question fondamentale, c'est de se poser qu'est-ce qu'on met dans la loi pour faciliter le travail des pédicures podologues. Et je pense que ça part par la loi. Merci de votre contribution, Madame. Je vois que Cyril est en ligne et souhaitait s'exprimer pour conclure cette rencontre, cette première table ronde. Merci bien, merci. Merci pour ces échanges très intéressants, dans le sens où on a un peu tout abordé. Moi, ce que j'aimerais revenir, c'est je pense que la prévention en santé, ça passe par plusieurs choses. D'abord, c'est l'éducation à la santé. Je crois que l'éducation à la santé, c'est le fait un peu majeur dès le premier âge, mais ça se fait aussi tout au cours de la vie. Et je crois aussi beaucoup, et c'est pour ça que je parle d'une politique industrielle, je crois aussi beaucoup au dépistage. Et notamment par rapport au podologue, je pense que on pourrait faire, et c'est un petit peu ce qu'on a voté. Bon, chaque fois que j'ai un avenir sur la prévention, j'essaie de plugger quelque chose sur un texte. Et sur la loi Bien vieillir, on a mis en place ICOP, et notamment qui permet effectivement chez les personnes âgées de dépister les préfragilités. Et ça, je crois que c'est très important. Et c'est vrai que je dis, il faut le faire de manière un peu industrielle. Je dis, pour moi, donc c'est l'éducation, c'est l'information. Après, c'est le dépistage le plus précoce. Et pour moi, ICOP et les personnes âgées, hein, je rappelle seulement effectivement les 13 ans d'espérance de vie entre les plus favorisés et les moins favorisés, et que actuellement, 80% des dépenses de l'assurance maladie, ça va vers les maladies chroniques, et notamment donc les maladies chroniques qui touchent plus les personnes âgées. Donc je crois beaucoup au dépistage des préfragilités, et notamment pour les podologues. Merci à vous. Merci Cyril. On va conclure
cette table ronde, surtout remercier les intervenants et bravo à Camille et Anne-Marie, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte la qualité des gens que l'on a ici. D'abord, la diversité. 2 présidents d'ordre, des pharmaciens et le vôtre, un député, un sénateur, les 2 chambres qui sont présentées aujourd'hui pour dialoguer, construire et avancer sur les sujets de prévention, un représentant des patients et un inspecteur général. Bref, tout ce qui peut compter pour relayer ce débat et faire avancer et le poser. Éric, tu as démarré tes propos en disant qu'il n'y a pas assez de coordination entre les uns et les autres. Et Madame la Présidente, vous avez dit vous-même, on ne se connaît pas assez. Donc je vois bien déjà qu'il y a une dimension qui est sortie ce matin. Parlez-vous, on en parlera cet après-midi sur les coordonnées, au sommet, dans les territoires. Je note aussi quelques-uns qui ont dit qu'il faut peut-être aussi se parler entre les hôpitaux et les spécialistes, entre les villes et les spécialistes, la nécessité aujourd'hui de faire une prévention en amont. Je découvre la prévention primordiale et pas que primaire, des termes qui font que la prévention arrive au-dessus de la pile. Mais en fait, la prévention, elle passe aussi par l'éducation, Cyril vient de le dire, un immense travail collectif qui nous concerne tous. En tout cas, merci pour cette première mi-temps. Bravo à tous et merci de votre présence.